Jules Vachereau, Pierre Bouvier a eu l'occasion de pas mal en parler, grâce à cette communication notamment. Tu veux en parler, Pierre, quelques mots? Parce que c'est quand même toi qui, quand même, porte un petit peu aujourd'hui, tu es presque ton fils spirituel, genre de vie, et de ton travail plus tard, hein, quand même. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de Jules Vachereau, s'il te plaît, si tu es le personnage? Bah, en fait, on peut parler un petit peu, je pense, d'ici où on se tient. Ça pourrait être intéressant d'en parler. En fait, là, Kevin, tu te tiens exactement à l'endroit où se situait l'orangerie. Tu parlais tout à l'heure de code du jardin à la française. Et l'orangerie est un des codes du jardin à la française. Elle se situait juste où on se tient aujourd'hui. Elle a été rasée dans les années 80 à peu près. Et en fait, Jules Vachereau nous a laissé ce bassin et ces deux magnifiques platanes. Voilà, une belle acoustique. Et, euh, et donc, pour expliquer un peu le chantier ici, parce qu'il y en a qui ont vu peut-être à l'entrée la photo comme c'était avant, c'était donc un bassin qui était destiné à l'orangerie, également au châssis, au cercle, et dans le prolongement de l'autre côté de la route, le potager, avec ces nombreux légumes, puisqu'il y avait à l'époque à peu près 1 hectare. Ça, c'était pour le châtelain. Et aussi euh, tous ceux qui mangeaient avec le châtelain. Voilà, donc nous on a ici, on est venu il y a maintenant 1 an et demi bientôt, et en fait on a proposé à Julien Baldus, monsieur le maire, de défricher cette partie, de remettre en lumière le bassin, parce qu'en fait sur le côté ici, il y avait en fait un chemin qui était le seul chemin euh, qui, re- qui rejoignait l'intendance en fait au Châtelain, donc qui va tout droit là-bas sur environ 200 mètres et qui rejoint encore un des codes du jardin à la française, à savoir le théâtre de Versailles. C'est dommage que ce fils soit pas là, on va avoir des petits clins d'œil par rapport à tout ça. Et donc, en fait, ça a été la volonté de défricher ici. Et au début, on savait pas trop où on allait avec l'association de Vacheron. Hein. Faut pas se leurrer. On voulait juste refaire ce chemin, voilà, défricher le bassin et puis remettre en lumière ces deux platanes. Et puis petit à petit, on a des adhérents qui se sont impliqués de plus en plus. Et on en a un en particulier qui était fanatique de l'arrachage de ronces. Et Et donc, on s'est même amusé à les compter à l'époque. On a dû dépasser le millier. Et il nous avait dit, en arrachant les ronces, si le gazon repousse. Donc, c'est parti de là. On a commencé à refaire le gazon. Et après, petit à petit, on a retracé l'axe. On a récupéré ici à peu près 50 rosiers d'Alès, qui sont de l'églantier multiflore, donc une variété typique des jardins à la française. Et donc, ce sont les descendants des deux roseraies là-bas que vous avez sur le jardin de la façade est. Et donc, on les a récupérés. Ils se sont développés petit à petit, ils commencent à être sympatoches. Mais bon, ce sont des rosiers grimpants. Donc, on a fait ça. Et après, à l'hiver, on a commencé à faire des premières études de gros devis avec quelques adhérents. Et on a commencé à dessiner les cadres. On savait pas trop où on allait encore. Hein. On a dessiné ces cadres qui s'adaptaient un petit peu par rapport à la proportion d'un camp et à la proportion également de la parcelle, partition. Et ensuite, on a commencé à réfléchir à d'autres devis. Vous pouvez en voir deux à l'entrée. Ce sont des spirales de Fibonacci réalisées au nombre d'or, donc avec un moule. Et ensuite, je ne vais pas trop spoiler parce que en fait, la création ici qu'on a réalisée, elle s'inspire bien évidemment des œuvres de Jules Vachereau. On a découvert il n'y a pas très longtemps dans des écrits qui sont la propriété de la villa Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz, si j'ai bonne mémoire, qu'en fait, Jules Vachereau a conçu également les jardins d'Arnaga, à Cambon-les-Bains. Euh, et on a pu se rendre l'année dernière à Château-Bijou avec les adhérents et qui est le chef-d'œuvre de Jules Vachereau. Il a mis presque 15 ans à le réaliser. Et on s'est aperçu en fait qu'on a de grosses similitudes entre le jardin de Cambo, Arnaga, et Château-Bijou, avec
en clôturant la partition, il a fait un cloître, en fait. Donc on retrouve beaucoup de similitudes. Et donc, tout ça pour dire qu'en fait, tout le château d'Arnada, du château des Lilas, euh, qui a été réaménagé également par Jules Gaston. Euh, D'ailleurs, vous pouvez voir sur le château des Lilas, pour ceux qui ont un œil un petit peu averti sur les gros des pays, en fait, des spirales de Fibonacci. Euh, Elles sont quasiment de la même taille en fait que celles qu'on a réalisées ici. Et on s'est inspiré à la base aussi de l'orangerie de Versailles. Voilà. Donc c'est un condensé. Mais je pense que c'est une belle façon cette année, puisque on est de rendre hommage à Jules Vachereau, puisqu'on est aujourd'hui sur les 100 ans de sa mort. Et l'association a été créée il y a maintenant un peu plus d'un an. Et on avait pour vocation de valoriser les ouvrages de Jules Vachereau. On s'est inspiré de lui et on a habillé le bassin et les platanes qui nous a laissés. Voilà. Donc je pense qu'on lui a rendu hommage, mais que ce ne soit pas terminé, vous pouvez voir les troisième et quatrième cadres qui ne sont pas finis. On n'a pas voulu commencer les travaux parce qu'on s'est dit quand même pour accueillir les gens, ça aurait été un peu en travaux, ça n'aurait pas été rigolo. Donc on a laissé comme ça. Mais vous pouvez être sûr que dès demain, on y retourne, on creuse et on fait les broderies. Voilà. Et puis il y aura aussi, d'ici une petite semaine, un petit jet dans le bassin pour aérer le substrat des nénuphars euh, qui ont été mis il y a maintenant un bon mois de ça. Les nénuphars ont éclairci l'eau considérablement. Mais il faut comprendre que cette eau, on peut parler aussi un petit peu de Dédé Castex, qui a vécu dans le bâtiment qui se tient derrière la roue. C'était en fait la maison des gardiens initialement, qui positionnait parfaitement sur l'allée du château. Il faut comprendre que tout autour de vous, tous les arbres que vous voyez, en fait, ils n'existaient pas. À part ceux qui sont notés en vert euh, par le gestionnaire forestier, Thierry Leby, qui avait réalisé ici le plan simple de gestion. Donc en fait, tous ces arbres n'existaient pas. Et donc la maison était positionnée sur l'entrée, de façon à être un peu la vigie. Et c'était également la maison pardon, des jardiniers. Voilà, donc on a travaillé un peu sur le parcours de la maison des jardiniers, puisqu'en fait, finalement, on est des jardiniers. Voilà, faut le dire. C'est vous qu'il faut remercier. Je sais qu'il y a pas mal d'adhérents ici. C'est vous qu'il faut applaudir. C'est grâce à votre travail, à votre implication. Également à Kevin, qui fait un travail considérable. Il a tout réalisé. Et notamment sur le livre qu'il a réalisé en fait à la demande de la mairie. Il a quelques exemplaires d'ailleurs, mais je vous laisse parler de cette partie. Merci pour ces éclairages et c'est toujours un plaisir de t'entendre. On te voit au travail depuis des années maintenant, mais en plus c'est toujours agréable de t'entendre parler, sachant que depuis le temps où tu as commencé et où tu t'es plongé dans l'œuvre de Joachim, il y a eu une acquisition de connaissances qui a été remarquable et en plus qui a un pouvoir de le partager, ce qui revient souvent à mes oreilles et qui est, je pense, aussi de l'ADN de cette association. Je pense aussi participe de la réussite de ce projet. Donc, je trouve que c'est fabuleux de s'intéresser à la figure de Jules Vachereau aujourd'hui, à une époque où ça passait pour être totalement anachronique de faire du jardin néo-français, alors que c'était l'apanage encore des jardiniers du 19e siècle et du 20e siècle. J'aime bien cette démarche à contre-courant. Il, il donne à voir aujourd'hui une dimension qui est rare dans le patrimoine, qui privilégie plutôt la pierre, l'architecture. Ici, on entre à Abbesse par l'angle des jardins, avant l'architecture. C'est une démarche qui, je trouve, est assez insolite, presque pionnière dans notre région, parce que là, on est véritablement en face d'une forme d'archéologie du jardin, d'archéologie paysagère. Les gestes que vous expérimentez, les gestes que vous mettez en place pour reconstituer ou créer ces parterres, eh bien, ce sont ceux qui ont été pratiqués par des générations de jardiniers depuis, eh bien, les temps les plus anciens.
En tout cas, pour l'art des jardins, on peut situer déjà les premières références à l'Antiquité, surtout à la Renaissance en Toscane, qui était une grande villa qui appartenait à la famille Médicis et où le jardin va devenir une composante essentielle associée à l'architecture. Et puis, évidemment, le Catharinat de Versailles serait honteux. On tient en France un savoir-faire qui s'est mis en place avec le NOS, qui a été théorisé, et Jules Vachereau, pour revenir à lui, est le digne successeur de Lenôtre, qui permet de faire entrer ce savoir du XVIIe, du XVIIIe siècle dans le XXe siècle avec une théorie, avec un ouvrage fondamental de 1908 qui permet de poser les jalons de la composition paysagère. Et être à Abbesse aujourd'hui, parler des Jules Vachereau, eh bien, c'est se frotter d'une certaine manière à cet art français qui est extrêmement savant, exigeant, qui est fait d'incertitudes aussi, selon le terrain sur lequel on intervient, avec des échecs aussi d'acclimatation, puisque c'était aussi une époque où on a cherché à aller privilégier des essences qui n'étaient pas nécessairement européennes, de façon à créer un petit peu d'exotisme. Et Jules Vachereau va incarner en France, mais également dans le monde entier, jusqu'aux États-Unis, la figure de l'architecte paysagiste qui est aussi doué dans la composition des espaces que dans la manière de le mettre en scène de manière pittoresque, c'est-à-dire de créer des tableaux qui sont administrés par la main de l'homme, auxquels on affecte une régularité qui la rend plaisante au regard et puis surtout qui a vocation à magnifier les bâtiments, comme tu l'as très justement souligné, avec ici la maison du jardin. Donc cette recréation, du moins cette création néo-française, elle prend appui sur des bases historiques, mais elle vient poursuivre un dialogue avec les constructions existantes, des perspectives, et finalement, un site, c'est la base, c'est l'essence même de ce type de jardin. Je vais revenir un peu sur Jules Vachereau, justement pour vous donner un petit peu son itinéraire. Ce dernier a vécu une partie de sa vie aux États-Unis avant de revenir en France. On est là dans les années 1870, où il va s'inscrire à l'école des beaux-arts. Or, à l'école des beaux-arts, on vient y pratiquer la sculpture, la peinture, l'architecture, la gravure, en tout cas pas la jardin. Et c'est intéressant parce que Jules Vachereau a tiré son épingle des yeux pour amener cette culture des jardins au devant de la scène architecturale. Avec lui, on va basculer dans une dimension qui est celle du paysage et du paysagisme, qui va devenir un enseignement. C'est-à-dire qu'après Jules Vachereau, aujourd'hui, les écoles d'architecture, alors on va parler d'urbanisme, d'architecture et de paysage, comme celle de Bordeaux, elles n'auraient pas à leur programme ces enseignements liés au jardin si Jules Vachereau n'avait pas été là, s'il n'avait pas théorisé ce travail-là à partir de 1908 et la réédition de 1923 de son livre qui non seulement reprend les fondamentaux pour proposer aux enfants avec la culture, des styles, des faits de perspective, des points d'eau, d'analyser la topographie, tout ce qui fait les artifices d'un beau jardin, sagement, de manière en tout cas élégamment conçue, eh bien, il va ajouter dans cette réédition une extension où apparaît Abbesse. Et ce n'est pas innocent parce qu'elle fait écho aussi à l'autre dont tu as parlé, c'est le château Bijou, sa carte blanche. Alors, on l'a visité, et grâce à toi, j'ai eu la chance de découvrir ce site qui aujourd'hui est dans un état préoccupant, on peut le dire, mais avec une association qui milite pour essayer de le maintenir en état. Vous le savez, la mission Berne notamment s'est penchée sur le cas de ce parc, donc la Bastide Clarence, qui a fait l'objet en tout cas d'une présentation dans le cadre du Loto du patrimoine, ce qui a permis un coup de projecteur sur l'art des jardins, j'allais dire enfin, parce qu'on parle toujours du patrimoine bâti, mais rarement des jardins, et notamment, pour la première fois, sur Jules Vachereau. Or, avec ce jardin, on a étroitement un lien avec Abbesse, avec des figures, justement, qui vont être pratiquées ici, puis également au château des Milandes, et d'autres propriétés historiques, notamment sur la Côte d'Azur. Alors, Jules Vachereau
intervient ici sur une commande qui est un petit peu spéciale. Il s'agit de restructurer un domaine qui est avant tout un domaine forestier. Or, l'enjeu pour la famille Doulard, qui va donc être commanditaire, en l'occurrence donc Daniel, c'est déjà dans un premier temps de supprimer les vestiges des forges qui sont encombrants sur le site et qui bloquent, on peut dire, la vue aussi sur le temps dans la perspective qui avait été imaginée de communication entre les jardins et les camps. Deuxième chose, c'est de pouvoir récupérer l'énergie des chutes d'eau, notamment d'une, afin de pouvoir s'en servir pour développer une station hydroélectrique, qui sera la turbine. Alors, bon, ça ne s'est pas passé comme l'aurait voulu le commanditaire, puisque, on le sait, les forges étaient en activité encore jusqu'en 1918. Malheureusement, un accord avait été trouvé pour les démanteler avec une société de Bègles, et ça ne s'est pas bien passé. Il y a eu donc tout un ensemble de règlements judiciaires autour du démantèlement de cette usine. L'entreprise de Bègles, la société des travaux métalliques, s'est déclarée complètement incompétente pour démanteler une usine. Donc elle a été mise en procès, puis finalement, au détour de l'année 1923, tout le site est nettoyé de telle sorte qu'il ne reste plus qu'un mur d'assises et des hauts fourneaux. C'est comme si presque cette histoire n'avait jamais existé. L'enjeu, il est là de reconquérir ces sites et d'imaginer de nouveaux pèlerins. Donc Jules Vacheron, il a deux chantiers. Le premier, c'est celui du jardin d'agrément autour du château, qui va être pensé comme véritablement la vitrine fleurie, pétillante et festive autour de la maison principale, qui a connu tout un ensemble d'aménagements depuis 1912 avec la construction de la bibliothèque. Et l'autre chantier, c'est l'aménagement du début. Grâce à Pierre, notamment, depuis qu'il a été établi l'attribution à Gilles Vacheron et que les planches ont été retrouvées dans son ouvrage réédité, il a été possible de faire le jeu des 7 différences entre les cartes qui ont été levées par Gilles Vacheron, l'état des lieux qu'il propose du site en 1900, dans les années 1920, et la réalisation concrète. Ce que l'on sait. Et les photos, et bien évidemment les photos de Sophie Boulard, qui vont être la dernière clé de l'énigme permettant de vérifier la faisabilité du projet. On peut imaginer donc qu'au moment où les forges sont détruites, déjà le projet est engagé depuis 3 ans, donc autour de l'année 1920. Il faut imaginer aussi qu'il n'y a pas que l'aménagement architectural ou paysager, il y a aussi tout un aménagement technique, c'est-à-dire l'adduction d'eau pour permettre à ce jardin d'être autonome et surtout de pouvoir alimenter tout un ensemble de parterres sur une superficie qui est assez considérable. Donc Jules Vacheron, dans un premier temps, va se focaliser surtout essentiellement autour de la maison. Alors en plus, c'est d'autant plus pressant et sensible que Daniel Boulard va décéder en 1923, et c'est, j'allais dire, pile au moment où le jardin est terminé. Donc il aura tout juste le temps de voir sa belle œuvre achevée. Il ne la connaîtra pas à maturité, ce sont ses enfants qui les découvriront. Néanmoins, le décor est planté. Parallèlement, le projet de l'aménagement va être débuté. Il ne sera pas mené à son terme, mais les recherches Pierre ont permis de démontrer qu'une grande partie de certains éléments d'accès ont été concrétisés. Confirme? Oui, alors, je tiens à préciser, on a eu une réunion il n'y a pas très longtemps avec les amis de Saint-Paul et Managem. En fait, faut comprendre que le premier plan de masse que j'ai reçu, c'est Michel Valéry qui me l'a confié. Il était en noir et blanc. C'est la planche numéro 62. Et en fait, cette planche, elle couvre, elle est d'ailleurs, c'est l'aquarelle que vous pouvez voir qui est affichée en panneau de communication devant le château, au bout de la ligne du château là-bas, et également sur le parking là-bas. En fait, faut comprendre que comme dit Kevin, cette aquarelle, c'était le seul élément qui nous restait. Et grâce au travail que Kevin a fait, notamment à la BNF, à la Bibliothèque nationale française,
il a récupéré le livre de Jules Vacheron. Et grâce à ça, on a pu tomber sur la pente numéro 63, qui couvre à peu près une vingtaine d'hectares de réaménagement du domaine d'Abbas, à la demande bien évidemment de Daniel Boulard. Et sur cette planche 63, voilà, on a pu se lancer dans une archéologie, comme on dit, paysagère, qui a pu nous donner des éléments nouveaux. Donc en fait, ces éléments sont venus s'ajouter finalement il y a très peu de temps. Et c'est ce qui a permis en fait de comprendre plein de choses. Notamment, par exemple, vous empruntez peut-être tous les jours quand vous venez à l'allée du château, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que tout au bout de l'allée du château, dans le virage, vous avez un arrondi. Par exemple, Vachereau a conçu, euh, donc en platane, avec les petites platanes. Donc il y a des petits clins d'œil comme ça un peu partout, comme notamment sur l'aquarelle. On peut voir en fait après sur la façade nord du château, il y a les terrasses. On peut voir le début de la passerelle avec deux chemins. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que dans le mouvement, il y avait une allée double de peupliers. Et ensuite, cette allée de peupliers continuait avec une allée de tulipiers de Virginie. En parlant de tulipiers de Virginie, vous en voyez un juste ici, derrière vous, qui fait à peu près 40 mètres de haut. Le tulipier de Virginie, c'est encore une fois une des signatures de Jules Vachereau. C'est un arbre septembre qu'il a planté massivement dans ses ouvrages. Et il fait les cas de l'étude à part dans le sud-ouest. C'est un arbre qui s'acclimate parfaitement au sud-ouest, et en particulier dans le Béarn. Donc tout ça, ça a été un travail bien évidemment d'archéologie, euh, grâce aux planches, grâce aux photos de Sophie, et surtout grâce à Kevin qui a commencé à découvrir tout ça, parce que comme il me le fait déjà dans son métier et depuis longtemps, c'est lui qui déterre un peu les trésors, et après on essaye de les remettre de les faire briller, on essaie. Voilà. Je voudrais juste rappeler un petit peu, parce que ça vaut vraiment le coup, qui est Jules Vachereau. Jules Vachereau, il est méconnu. On en parle, c'est vrai, avec les adhérents, on nous dit toujours, Lionel me dit, je suis qui, Jules Vachereau, je ne le connais pas, moi, celui-là. Eh bien, Jules Vachereau, à 29 ans, il est repéré par ni plus ni moins que Adolphe Alphand. Adolphe Alphand, pour ceux qui connaissent, et ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement lui qui a restructuré tout Paris avec le baron Haussmann à la demande de Napoléon III. Et donc, Alphand, il refait tous les parcs et jardins de la ville de Paris pour en faire la plus belle ville du monde. Et surtout, il a derrière lui son disciple, c'est Jules Vachereau. Adolphe Alphand meurt en 1891. Et en 1891, Jules Vachereau est nommé directeur des parcs et jardins de la ville de Paris. Alors, c'est difficile de briller derrière Alphand, hein, forcément, hein, tout ce qu'il a fait avec Haussmann. Et donc, Vachereau, qui a beaucoup d'ambition, tout ça, il le sait. Et qu'est-ce qu'il va faire? Alors, comment? On ne sait pas. Mais il va entrer en contact avec Sa Majesté Léopold II de Belgique. Et il va tout simplement devenir l'architecte, le jardinier privilégié de Sa Majesté. Et il va faire ce qu'a fait Alphand, mais pour Sa Majesté Léopold II à Bruxelles. Donc c'est lui qui va réaménager tous les parcs communaux, tous les parcs royaux, les résidences principales, les résidences secondaires, tout l'entourage de Sa Majesté, les barons de Sa Majesté. Et donc il va être surtout connu, en Belgique, et il va réaliser de nombreux ouvrages majeurs en Belgique, dont un dont on peut parler un petit peu, hein, qui d'ailleurs je ne sais pas dans ton livre, Kevin, peut-être que tu l'as lu, Le Mont des Arts, tout à fait, qui est une des signatures de Jules Vachereau. Il faut comprendre que le Mont des Arts était un quartier un peu populaire, et Sa Majesté en fait voulait faire l'exposition universelle de 1910 à Bruxelles. Il engage bien évidemment Jules Vachereau, alors c'est assez marrant parce que Jules Vachereau va réaménager l'exposition universelle pour Sa Majesté, mais il sera également responsable de la section française pour l'exposition universelle. Donc à l'époque, il n'y avait pas encore les conflits d'intérêts,
Mais c'est vrai que c'est et donc, le Mont des Arts, c'est le quartier Rochebon, je ne sais plus le quartier exact de Bruxelles, il va en fait se servir du relief, comme il l'a fait ici. On a des photos ici de l'activité sidérurgique à l'époque sur la façade nord, où on voit, on connaît les bassins à débordement sur la façade nord. En fait, il va se servir de ce relief et il va faire la même chose à Bruxelles pour le Mont des Arts. Et il va reproduire ces terrasses à débordement euh, en puissance XXL, en grandeur XXL pour Sa Majesté, qui financera l'ouvrage par ses propres deniers et qui ne verra pas le jour de cet ouvrage puisqu'il est mort en 1909. Et donc l'exposition universelle sera en 1910. Voilà, Jules Vachereau, pour continuer un petit peu dans son histoire, il est l'auteur de 126 planches dans son livre, donc 126 ouvrages qu'il a réalisés dans le monde entier. Alors ça passe par l'Italie, ça passe par l'Amérique du Sud, Belgique, beaucoup comme j'ai dit tout à l'heure, euh, le nord de la France, bien évidemment, la région parisienne, massivement, pour des personnalités, toutes à l'époque de la belle époque, les plus riches les unes les autres, que ce soit les supermarchés, les exploitants, que vous connaissez. Ou alors Jeanne Lanvin, qui à l'époque n'était même pas encore couturière, et même la famille princière Youssoupov de Russie. On dit qu'elle est plus riche que le tsar lui-même. Et puis, bien évidemment, Sa Majesté Léopold II. Euh, et bien évidemment, la famille Goulard, un industriel de l'époque, qui est surtout baron de l'Empire. Donc, il a travaillé, voilà, un peu partout. Dans le sud-ouest aussi, massivement. Et après, enfin, je voulais parler de Château d'Yvon, mais ça, c'est vraiment plus trop long à expliquer. Vous venez sur effectivement Madame Charlotte Anne de Saint-Maccabi, qui lui a donné carte blanche, là où il a pu s'exprimer avec un budget illimité. Il a mis 13 ans à réaliser cet ouvrage qui est magnifique sur les 4 façades du château. Je vous invite à y aller. Il y a une association qui travaille à revaloriser une partie du jardin. On va baptiser le jardin de l'amour. Et donc, en fait, ça couvre à peu près 20 hectares. C'est très ouvragé. C'est à peu près la même superficie d'Abès. On va revenir à Abès après. Mais c'est beaucoup plus ouvragé. Bon, c'est grandiose. On a retrouvé des écrits, clairement, qui stipulent que, comme disait tout à l'heure Kevin, Vachereau est identifié à le nôtre. C'est sa succession. Alors, il faut comprendre que quand même a bénéficié d'une époque particulièrement bénéfique sur la fin de la révolution industrielle, mais aussi à, à la belle époque. J'en parlerai beaucoup mieux que moi. Je suis novice sur le sujet. Et pour en revenir à Abès, voilà, faut imaginer qu'Abès c'est un ouvrage quand même particulièrement grand, particulièrement étendu sur les ouvrages que je ne passe pas à conçu. Mais bon, je peux vous assurer qu'il en a conçu euh, de nombreux, plus plus grands, plus grandioses les uns que les autres. À noter quand même que il est en 1900 responsable du parc et jardin de la ville de Paris, mais c'est également lui le directeur de l'exposition universelle de 1900. C'est à ce moment-là qu'il va être repéré un petit peu par tout le monde, et les personnes les plus fortunées de l'époque vont faire appel à lui. Et comme cette exposition s'est finalement très bien passée, il semblerait, ben, il va être aussi responsable, ou auteur de toutes les expositions universelles dans le monde entier pour représenter la section française pendant une quinzaine d'années. Voilà, je m'arrête là sur le portrait un petit peu de Jules Vachereau. Juste une petite, ainsi, il faut comprendre que Jules Vachereau est un des précurseurs dans la jonction, dans le fait qu'en fait, on est les jardins à la française, alors les jardins anglais à la française, mais Vachereau on était quand même un des précurseurs dans les jardins de composition, qui mélange en fait les styles réguliers et paysagers, réguliers français et paysagers anglais. Donc il a su un petit peu mettre ça à Abès
mais ça reste quand même très régulier. On a de nombreux codes de jardin réguliers sur Alos. Voilà, je laisse là. Bien, alors, inutile de vous dire, peut-être il faut le préciser, voilà, applaudissez-le. Rien n'était les villas étaient préparés, hein, on est en train d'improviser complètement. Là, lui comme moi, on n'avait même pas prévu de faire un boulot. Donc, du coup, voilà, très intéressant, parce que c'est exactement ce qui me manquait, et tu le décris très bien. Je vais, pour ce qui me concerne, finir avec la partie de la présentation de ce jardin d'origine, pour comprendre ce qui est devenu et quelle était l'ambition pour le jardin d'agrément autour du château. Il est organisé autour de véritablement trois, voire quatre axes qui correspondent en fait aux points cardinaux. Il ne faut pas oublier déjà que le château, dans ses transformations à partir de 1912, sous l'impulsion de l'architecte Bauhin, va avoir un changement de polarité. Auparavant, du temps de Bertrand Geoffroy, le château, on y accédait par le chemin qui passait derrière nous. Il n'y avait pas ce chemin, l'allée du château n'existait pas, c'est donc un changement de polarité qui va permettre de basculer la façade vers le levant, c'est-à-dire vers l'est, et non plus vers le nord, où cette circulation nord-sud. Ça va avoir un intérêt, puisque, en fait, Vacheron va exploiter, magnifier la façade la plus grande du château et essayer de donner une régularité à un site qui ne l'est pas tellement. Puisque le château, a, dans son extension, a une aile qui est asymétrique par rapport au corps principal. Et donc l'idée de Daniel, c'est à essayer de donner de la régularité à cet ensemble, y compris à une parcelle qui est un peu complexe. Donc, priorité donnée d'abord au jardin de façade, le jardin de front, en reprenant le dispositif de l'époque de Bertrand Geoffroy, à savoir le découvert, la pelouse centrale avec un parterre de broderie devant, des allées latérales de part et d'autre qui permettent d'encadrer la perspective et de créer donc ce jeu des perspectives vers les tertres pourpres et donc tout un jeu de mise en scène qui, dans le sens opposé, met le château en exergue comme le point d'orgue, comme l'écran qui clôture la perspective depuis les êtres pourpres. Alors, ce jardin, il est composé également de couleurs. Et ça, c'est une donnée aussi nouvelle, puisqu'on a une harmonie qui est recherchée sur des couleurs qui sont largement autour des fuchsias, des roses, des violets, cette tonalité-là. D'où la présence des rosiers. Et pour magnifier ces allées, Jules Vacheron va imaginer de concert, manifestement avec des constructeurs métalliques, tout un ensemble d'arceaux qui vont permettre de créer, d'établir des ponts entre les allées et de permettre à ces rosiers de divaguer, si je puis dire, et ainsi faire ces tonnelles, ces pergolas qui sont en plus tout à fait dans l'esprit de nous. Il y a donc ce jardin de célébration, on va dire en façade. Il y a un jardin plus technique qui va épouser la topographie au nord. C'est celui justement dont tu as parlé avec cette descente des bassins qui sont donc en redans, qui vont permettre de jouer sur la perspective. On va avoir une donnée nouvelle qui est celle de l'eau. Dans son traité, il en parle beaucoup. Il ne l'a pas privilégié dans le jardin principal. Il a conservé cet élément-là pour la partie qui regarde vers le ruisseau. Et c'est logique après tout, finalement, puisqu'on a le petit pont qui va enjamber le ruisseau et une nouvelle perspective qui se donne dans son alignement. Donc, une mise en scène du château, de la petite façade du château au nord, magnifiée par la perspective et cette descente ces bassins qui ajoutent en plus un plaisir aux oreilles, puisqu'on a, outre le jeu de couleurs, qui sont voilà, aussi fondamentales, la régularité, on a aussi le jeu de l'eau et de cet élément aquatique qui répond à un bassin, un vivier en tout cas, qui était en bas, qui n'existe plus aujourd'hui, et autour duquel on a une pièce d'eau qui rappelle par exemple les jardins anglais de Kew Garden, par exemple, qui sont typiquement dans cette ambiance anglo-saxonne, des jardins anglo-chinois. L'autre partie, c'est la partie arrière. On pourrait penser qu'elle pourrait être négligée. C'est celle dans laquelle nous nous trouvons. Pas du tout. En fait, on n'oublie pas que le château reste encore un domaine, donc ça veut dire une exploitation rurale. Donc, on va retrouver le potager, on va retrouver les serres, tout ce qui permet la subsistance dans le domaine. Et c'est dans cette partie-ci que cela se travaille. Pensez-vous, Jules Vachereau
jardin fonctionnel. Il va imaginer tout avec beauté et esthétique. Donc même ce jardin technique va se retrouver dans un dispositif esthétique, mise en scène avec le garage, la laiterie, la maison du jardinier, et la ferme, et bien sûr l'orangerie, dans ce square, si l'on peut dire, aménagé autour de la route. Donc même cet espace technique, il n'est pas dépourvu d'esthétique. Et enfin, la dernière partie, la partie sud, c'est la mise en scène surtout par l'allée avec les platanes, l'alignement, qui là nous ramène dans les grands modèles français que l'on va trouver, par exemple à Chambord, à Chenonceau, qu'on va trouver évidemment aussi à Versailles, qui donnent, alors pour le coup avec des platanes, qui sont bien des essences locales, et des marronniers, oui c'est vrai, qui donnent en tout cas localement une couleur, une connotation prestigieuse par la perspective au château, à la petite façade. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le projet de Gilles Vacheron qui va aboutir et qui va connaître sa maturité dans les années 50, 60, avec ces arbres qui vont grandir. Alors on a les lagestrénias, les magnolias, on va avoir les camélias qui vont donc se tendre, les buis, évidemment. Plus le jardin va évoluer, plus aussi il va se transformer. Il y a des choses qui vont disparaître, comme les parterres, par exemple, fleuris qu'on voit sur les photos des années 20. Et bien là, dans les années 50-60, ça c'est fini. Par contre, les rosiers vont atteindre vraiment leur apothéose, je dirais, dans ces époques-là. Donc ce jardin va évoluer et prendre en maturité. Ce qui est bien avec l'art de jardin, c'est qu'on est sur un médium qui est évolutif. Donc, à la différence de l'architecture qui peut s'abîmer, mais qu'on peut restaurer, un jardin s'habille et ça prend de l'amplitude. Ce jardin n'a eu de cesse d'évoluer jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand on voit certains des spécimens qui sont majestueux sous nos yeux aujourd'hui, on a là un héritage de Jules Vachereau, mais qui s'est métissé aussi avec, j'aime dire, les aléas qu'a connu le site d'Abex et d'autres essences qui se sont replantées et qui font aujourd'hui son charme, je dirais, un petit peu presque des jardins romans. Alors, la question aujourd'hui de l'association de vouloir retrouver ces gestes, comprendre et initier à cet art des jardins, elle est tout à fait louable. Vraiment, je le salue et je trouve Pierre que tu as une énergie qui arrive en plus à partager, qui est remarquable, mais le travail est aussi spectaculaire, d'aller chercher ces éléments-là de la France qui me rappellent, moi, des jardins qu'on va trouver autour de Villa de Palladio, dans la Vénétie, par exemple, et déjà de la Renaissance qui commence à être popularisée. Tout ça fait sens, et finalement, c'est une manière un petit peu de rendre hommage et de célébrer cette figure de Jules Vachereau. Elle en a besoin, d'où en plus, je trouve, le côté assez intelligent à la baisse, mais d'avoir rendu hommage à Jules Vachereau, d'avoir fait une association Jules Vachereau, parce que je trouve ça aussi, ça c'est intéressant, et je finirai là-dessus, c'est de dire que Jules Vachereau n'est pas tombé dans le vide de Palma. Il y a aujourd'hui à l'école de Vincennes, les paysagistes développés, le 2.0 du XXIe siècle, continuent encore aujourd'hui d'apprendre de faire leur garde sur la connaissance de ces paysagistes, maîtriser le savoir, je dirais, avec la nature, tout en ayant une approche aussi écologique, si on peut dire avant la lettre, d'un certain euh, de, de paramètres liés à cet art des jardins et à la manière de le domestiquer. Parce que ça reste quand même un jardin, le jardin à la française, un exercice parmi les plus difficiles qui existent dans l'art des jardins. Donc aujourd'hui, Jules Vachereau, même s'il n'est pas aussi célèbre qu'on pourrait l'espérer, sa figure est en train d'être réhabilitée et je pense qu'un projet comme le vôtre peut être pionnier en France et en Europe à cette réhabilitation et inviter d'autres sites à entreprendre une démarche de valorisation autour de ce patrimoine vivant et voir d'engager la réhabilitation peut-être d'autres jardins qui ont disparu. Voilà, je termine ma présentation ici. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Pierre, un mot supplémentaire peut-être pour clôturer? Pardon. Bien sûr, et quand même, ce pourquoi on est ici aujourd'hui, c'est voter pour ce projet, notamment autour de l'association Manager, l'association Jules Vachereau et des amis du Vieux Saint-Paul, le budget participatif citoyen. Je vous invite, puisqu'il nous reste encore une fenêtre de quelques jours, à apporter vos votes à ces trois associations pour que ce projet puisse, en tout cas, continuer, oui, continuer, parce que c'est quand même l'argent qui est le nerf de la guerre, et ainsi nous donner à voir d'autres partitions que celles que nous avons sous les yeux aujourd'hui et qui, je trouve, est admirablement menée. Merci infiniment, Pierre, merci à tous vos adhérents.